We move now to the second speaker in this session, Madame Divina Fromage. I think she is a university chair or UNESCO chair. And to me, I think we need to have, a dialogue on all levels, between intellectuals, between grassroots, between, policymakers. So in order to succeed, in this effort. So I will give the floor to her. Nous sommes tous devenus des médias. On l'a démontré tout à l'heure. Nous sommes tout le temps en train d'émettre, de transmettre des messages, de publier. Et les données de ce point de vue-là sont très claires. Aux États-Unis et en Europe, on passe environ 11 heures en tant qu'adulte devant les écrans. C'est la première activité avant le sommeil. Les enfants, ils passent 1800 heures par an devant les écrans, 800 devant leurs enseignants, 50 devant leurs parents. Et si vous avez suivi le mime qu'il y a sur Internet, cette petite affiche qui vous dit ce qui se passe par minute en ligne, vous savez qu'on est à peu près à 2 500 000 requêtes Google, plus de 2 850 000 vidéos YouTube et je ne sais plus combien de mails, etc., etc. Donc on est effectivement dans une abondance totale. Les sites les plus consultés, ce ne sont pas les sites terroristes. Ce sont les sites du lien et du partage. Les sites les plus consultés, ce sont les sites de cuisine. C'est-à-dire ce qui fait qu'on échange des recettes, qu'on devient un média culinaire soi-même. Les photos les plus partagées, c'est des photos de chats. Des chats mignons à croquer. L'inverse des chiens écrasés des anciens médias. Donc on est dans une abondance de médias et une abondance de médias où il n'y a pas que la dimension sombre et noire qui semble avoir dominé les réunions d'aujourd'hui. Et je voudrais rééquilibrer un petit peu les choses parce qu'il y a aussi des solutions dans les médias. Ils sont à la fois une partie du problème et une partie de la solution. Ce qui est sûr, c'est qu'ils sont là pour rester, c'est qu'ils sont dans une abondance totale, très différent des médias antérieurs qui cultivaient le secret et des États antérieurs qui cultivaient le secret. Nous sommes dans une période de la divulgation des secrets et de l'abondance des médias. Mais à l'école, il y a carence. Il y a disette au niveau des médias. L'école du 19e siècle, effectivement, a beaucoup de mal à intégrer les médias du 21e, qui ne sont pas tout à fait comme ceux du 19e et du 20e. L'école, elle a toujours appris à nous faire déposer les médias à la porte. On pose, on oublie. L'école est un lieu sacro-saint où il n'y a pas la violence et où il n'y a pas les médias et on est par rapport à l'apprentissage. C'est comme ça que ça a été construit. Donc c'est difficile pour l'école du 19e de passer au 21e. Mais l'école, c'est aussi le lieu de la médiation. C'est le lieu où les adultes et les enfants se retrouvent dans un climat de confiance. C'est un lieu de vie juvénile, et il n'y en a plus beaucoup. Et donc, nous devons aider l'école pour le moment à faire une transition, même si probablement les modes d'apprentissage du futur ne se feront pas dans l'institution scolaire stricto sensu. Mais nous sommes dans une phase de transition et nous avons une responsabilité énorme de faire cet accompagnement, parce que l'accès ne suffit pas. Dans les pays riches que nous sommes, où tous les enfants sont connectés, ont plusieurs formes d'accès, des smartphones, etc., etc., on le voit bien, il y a encore de très très grandes difficultés à comprendre l'information, à trier l'information, à faire la distinction entre l'info et l'info, AUX, l'intox, si vous voulez. Et tout cela, c'est vrai pour tous les enfants de la planète. Donc il y a encore beaucoup besoin d'accompagner les enfants, parce que si nous sommes tous devenus des médias, potentiellement, nous n'avons pas le même capital médiatique de départ. Il y a de très très grandes inégalités et c'est seulement dans des lieux comme l'école que l'on peut tous se retrouver avec les mêmes bagages, des apprentissages co-écrits, co-partagés entre les enseignants et les élèves. Donc, il faut réinventer. Effectivement, l'école, c'est une très grande difficulté
Nous, en France, par exemple, depuis Je suis Charlie, nous avons des lois, nous avons une plus grande légitimité pour faire ce lien par quelque chose que j'essaie de défendre par le biais de ma chère UNESCO, effectivement, et avec l'UNESCO d'ailleurs, hein, par ce qu'on appelle l'éducation aux médias et à l'information. Et dans l'information, mettez aussi à la donnée. Donc l'éducation aux médias et à l'information, c'est très récent. Ça n'a même pas une cinquantaine d'années. Et c'est quelque chose qui n'est même pas une discipline universitaire. C'est quelque chose que nous avons tous appris un peu à faire sur le tas et que moi j'essaie de défendre à la Sorbonne Nouvelle en essayant justement d'allier la théorie et la pratique et en essayant de montrer que c'est par l'éducation aux médias et à l'information, à la fois dans les programmes mais aussi hors l'école, hein, que l'on peut arriver à faire un peu cette transition dont vous parlez, sensibiliser à l'information et avoir une approche critique de ce qui se passe sur les médias. Critique dans les deux sens, repérer les informations négatives, la propagande, hein, positive dans l'autre sens, créer soi-même, publier soi-même, avoir une présence en ligne soi-même. Donc c'est un peu cette tension qu'il faut arriver à résoudre. Et le vrai enjeu, en fait, à l'étape où nous en sommes du côté des chercheurs, c'est l'enjeu de la formation. C'est-à-dire l'enjeu du passage à l'échelle, que les expériences qui existent en ce moment extrêmement dispersées mais extrêmement intéressantes, hein, partout, on y parlait de l'Uruguay, etc., c'est que ça puisse atteindre la majorité des jeunes et qu'on soit vraiment dans un processus inclusif. Donc il faut former les maîtres, les enseignants, à la pédagogie du XXIe siècle, qui est une pédagogie du projet, qui est une pédagogie du partage de l'information et de la co-construction de l'information avec les jeunes. Je suis entièrement d'accord qu'il faut que ça se passe les deux ensemble. Alors, comment faire ? Les médias numériques peuvent nous aider. Moi, par exemple, à la Sorbonne Nouvelle, j'ai monté un MOOC, un cours massivement ouvert en ligne sur l'éducation aux médias et à l'information. L'UNESCO en a fait un autre avec le Canada. Nous sommes tous en ce moment en train d'essayer de nous dire comment aider les enseignants à se former eux-mêmes et surtout à ne pas fermer, donc à laisser les cours ouverts pour que les jeunes qui veulent s'en emparer puissent s'en emparer aussi et qu'il y ait un dialogue comme ça qui se passe en ligne, hein, et qu'il y ait des répercussions et des retombées dans la classe. Voilà. Alors qu'est-ce que je fais dans ce MOOC ? Surtout et avant tout, défendre, aider à construire un esprit critique. Comment ? Je propose 7 compétences. 7 compétences qui sont liées au débat d'aujourd'hui. Les 3 premières sont assez faciles à faire à l'école et donc ça permet la transition. C'est comprendre les médias, critiquer les médias et créer avec les médias. Comprendre. Comprendre ce qui se passe, comprendre le changement, comprendre qu'on n'est plus que devant la télé, qu'on est aussi dans des réseaux sociaux, comprendre qu'il y a un continent bleu idéal des réseaux sociaux, mais qu'il y a un continent noir de la radicalisation, de la cyberterreur, de la surveillance, hein. Comprendre qu'il y a un continent orange, celui du libre, celui du partage, celui de Fox, de Mozilla, de Linux, de GNU. C'est un continent assez bizarre d'ailleurs, le continent orange, il y a plein d'animaux. Voilà, comprendre déjà le monde dans lequel ils sont et arriver ensuite à classer les différents outils, les plateformes, les réseaux sociaux, les moteurs, etc. de manière à ce qu'ils, je ne vais surtout pas regarder ce qui se passe derrière moi, sinon je vais rire. Voilà, là il y a un double médial. Hein. Mais donc comprendre déjà cela, ça donne des outils, ça donne des armes autant aux jeunes qu'aux enseignants et un peu, on l'espère, aussi aux familles. Critiquer, eh bien, c'est se dire, bon, mais qu'est-ce qui fait que les gens mettent des fausses infos ? Pourquoi il y a de la propagande ? C'est quoi l'agenda ? Et donc revenir à ces questions-là, sans nécessairement faire une critique à l'idéologie. Tout le monde est sur de l'opinion, les États aussi ont tendance à présenter leurs opinions, d'autres leaders d'opinion peuvent le faire aussi. L'important, c'est qu'on puisse comparer, et donc pouvoir du coup créer sa propre opinion. Un média, ça a un rôle historique. C'est pour ça que dans toutes les révolutions, les médias sont des enjeux extraordinaires et qu'on tue des journalistes. Hein. C'est que ça aide à créer une opinion et qu'une opinion, quand elle est créée, elle va voter. Donc, avoir l'esprit critique par rapport à ça, c'est ne pas se faire piéger, c'est reconnaître ses valeurs, etc. C'est ne pas être prise dans la chambre d'écho, le filtre des bulles vers lequel nous poussent les algorithmes.
Mais on ne va pas jusqu'au bout du processus si on ne crée pas soi-même. Créer, c'est ce qui va faire qu'on comprend tout et on le met ensemble. Et on va publier, c'est-à-dire qu'on va soi-même avoir une présence en ligne, on va pouvoir défendre ses idées, on va être dans un débat contradictoire, on va respecter l'opinion de l'autre, on va être contre la censure, parce que la censure, ça nous affecte nous-mêmes. Donc, une fois qu'on a compris ces 3 éléments, et ça, effectivement, on peut former des jeunes très tôt, avec leur niveau, avec leur langage, et on peut former les adultes, ou reformer les adultes, des fois, tout au long de la vie. Une fois qu'on a fait ça, les autres compétences, les 4 autres que je promeus, elles coulent de source. Alors, c'est quoi les 4 autres? La consommation, facile, c'est 7 C. Je vous interroge à la sortie, attention. Donc, vous vous rappelez, on a comprendre, critiquer, créer, consommer. Nous sommes tous des consommateurs aussi, et donc il faut bien savoir comment on nous vend comme des audiences, il faut bien savoir ce qu'on choisit comme plateforme, etc. Il y a la citoyenneté, comment devenir des citoyens. Il y a la communication interculturelle, et Dieu sait que dans le monde euro-arabe, on en a besoin. Et il y a conflit. À la fois parce que les médias sont créateurs de conflits, reproduisent des stéréotypes, s'enferment même dans leur silo, mais résolution de conflits, parce que les médias, ça aide aussi à résoudre des conflits, surtout si on devient soi-même média. Toutes ces compétences sont mises ensemble. À ce moment-là, on a une vraie éducation critique aux médias. Et moi, je l'ai mis en œuvre dans un projet Erasmus+, qui s'appelle ECFOLI, qui est un projet avec des jeunes et des adultes accompagnateurs, des jeunes qu'on appelle des ambassadeurs. Et dans ECFOLI, qu'est-ce qu'on fait? ECFOLI, ça se fait avec Chypre, avec la Palestine, avec le Maroc, où je suis née, incidemment, avec le Portugal et la France. Et on a pris des jeunes qui sont dans des zones de conflit, et on a amené ces jeunes qui ne se parlent pas à créer ensemble et à dialoguer ensemble, en évitant de parler de leurs conflits. Alors quand on enlève le conflit, qu'est-ce qui reste? Il reste la culture, la Méditerranée. Il reste un énorme patrimoine sur lequel souvent ces jeunes s'entraînent à tirer. Ces jeunes sont entourés de laideurs à cause des adultes qui n'arrivent pas à dialoguer et à faire la paix. Donc si on veut arriver à ce que ce dialogue se produise, il faut les faire créer avec des jeux, avec de l'éducation aux médias et avec... il ne faut vraiment pas que je lise là, s'il vous plaît, censurez-moi ce truc. Mais on les fait, en les faisant travailler, en les faisant raconter des histoires qui remontent au temps d'avant, qui remontent à la beauté d'avant, et en la faisant évoluer pour après. Nous, on les oblige à numériser des monuments, on les oblige à raconter des histoires ensemble autour de ces monuments. On les oblige façon de parler parce qu'ils adorent ça. Et au bout de cela, on voit déjà qu'ils se parlent entre eux dans le même pays, entre communautés adverses. Mais quand on les met tous ensemble, c'est effarant, parce qu'ils avancent beaucoup plus vite que nous. Donc on est dans une situation où ils sont extrêmement créatifs, ils numérisent, ils racontent des histoires en ligne, et ces histoires, ce n'est pas des histoires de conflit. C'est des histoires où ils sont en train de jouer, en train de créer, etc. Et donc, on les sent maintenant, après ces 2 ans de travail ensemble, complètement prêts à partir. Et surtout, quand on a des entretiens avec eux, ce qu'ils nous disent, c'est « Avant, le habous, je ne savais même pas que ça existait à Casa. Maintenant, je m'y déplace tout le temps. Avant, je ne pensais pas aux autres, j'avais aucune conscience de ce qui se passait ailleurs. Maintenant, quand je vois une guerre à la télévision et tout ça, et j'ai dit, et si c'était moi? Et si ça se passait près de chez moi? Donc pour moi, l'efficacité d'une éducation critique aux médias, c'est quand on arrive à un changement de comportement, d'attitude, à une reconnaissance que, il y a des valeurs, il y a des droits, il y a des humains derrière, qu'il faut les respecter. Et pour moi, l'éducation aux médias et à l'information, c'est ce qui fait passer des concepts très abstraits. On ne peut pas parler à des jeunes de dignité, ou de liberté d'expression, ou de participation, ou de droit à l'information. C'est des concepts de vieux. C'est des concepts des années 60, très beaux. Mais pour eux, on ne peut passer que par du concret.
Mais une fois qu'on est passé par le concret et qu'on leur montre une colombe de la paix, quand on leur montre quelqu'un qui chante liberté d'expression, à ce moment-là, ils adhèrent. Ils adhèrent à 200%. Et l'enjeu de l'éducation aux médias et d'un esprit critique, c'est justement de faire passer par le vécu, par l'expérience, par la création, des choses très abstraites, mais qui sont dans le vécu de chacun, très concrètes. C'est des questions de vie. Et on retrouve du coup après tous les droits de la Déclaration universelle, y compris le droit à la vie. Donc pour moi, ça se décline vraiment par cette approche d'éducation aux médias, qui est une façon de rénover l'éducation, mais sans rupture, parce qu'on a les enseignants d'avant et on ne va pas les virer comme ça. Il y a une continuité qui est aussi importante à garder, et donc c'est ça qui permet de faire le lien, de faire la passerelle. Et c'est pour ça que j'ai développé, avec ma chère UNESCO, le concept de savoir devenir. Je m'appuie sur l'UNESCO. Je m'appuie sur le rapport de l'UNESCO des années 90 qui a créé l'idée des 4 piliers dans un document magnifique qui s'appelle « L'éducation, un trésor est caché dedans ». Et je pousse le trésor dans l'ère numérique. Les 4 piliers du temps des années 90, c'était savoir-être, savoir-faire, savoir apprendre et savoir vivre ensemble. Moi, je rajoute savoir devenir, parce que savoir devenir, c'est ce que nous permet de faire le numérique. Savoir devenir, ça veut dire savoir se projeter. Et en ce moment, nos jeunes, ils ont besoin de savoir se projeter dans un avenir plein d'incertitudes et dans lequel, pourtant, il faut qu'ils avancent. Et qu'ils avancent en faisant des choix éclairés et des choix pour la paix, pour leur paix. C'est ça le savoir devenir. Se mettre à jour, prendre des risques calculés en simulant, en jouant, se réorienter si on a fait des erreurs et s'engager dans la démocratie, vers la démocratie, indépendamment des choses qu'on nous met, des boulets qu'on leur a mis au pied à ces jeunes, avec nos très mauvaises histoires du passé et sur lesquelles on n'a pas assez nous-mêmes fait notre repentir. Je finis sur les recherches et les chercheurs et sur la radicalisation. Parce qu'il ne faut pas que le discours de la radicalisation soit un discours qui mette le blâme sur les réseaux sociaux exclusivement, et j'ai l'impression que c'est un peu ce qui se passe. Un jeune qui se radicalise, ça ne se fait pas en ligne. Nous, les recherches qu'on a faites, c'est les jeunes qui se radicalisent sont des jeunes qui sont furibards, absolument furibards, furieux. Ce n'est pas des jeunes qui sont pauvres. On n'arrive pas à les profiler d'ailleurs, ils ne sont pas pauvres. Parfois, c'est la classe moyenne. Mais ce n'est pas des jeunes qui sont pauvres. Ce n'est pas des jeunes qui sont religieux. C'est des jeunes qui sont furieux, qui ont un sentiment d'injustice absolument irréconciliable avec ce que les adultes leur donnent en cadeau empoisonné. Et ceux qui font la rupture, ceux qui cassent avec la société, très vite, ils ne le font pas à cause des réseaux. Ils le font avant et ils le font à cause de nous, les adultes, dans la vie réelle. Par contre, sur les réseaux, ils vont trouver l'info. Et sur les réseaux, il y a des adultes qui les attendent, qui les accueillent, qui les font se sentir bien, qui leur donnent une vision et qui leur disent de passer à l'action. Et vous savez de quel type d'action il s'agit? Se faire sauter. Est-ce que c'est l'avenir que nous souhaitons donner à nos enfants? Sinon, il est largement temps, il est même urgent de s'indigner par rapport à cela. Et moi, je suis dans une rage incroyable. J'espère que vous l'avez ressenti. Indignons-nous. Passons à l'action. Et l'action, c'est beaucoup d'éducation dans et hors l'école. C'est une éducation à devenir média. C'est une éducation à savoir devenir. Merci. Thank you, Doctor, for these really important and, let's say, creative perceptions about, media. Now we'll give the floor to the audiences so they can ask questions or, comments on her speech. Hello, everyone, and
Thank you. That was very inspiring speech. My name is Teija Hanna, young personality, global citizen from Finland. I'd like to share my experience because this morning and yesterday morning at the hotel breakfast, the first thing I observed was a French waitress smiling and saying, "Hello, welcome." And that one simple thing thing made me feel that I'm a human being, I exist, I am welcome. And next thing that I observed was the CNN news about war in Iraq, in Syria, Trump. And I actually had the exact same experience last week here in Paris when I was enjoying breakfast at hotel. You know, the negative news, the negativity coming up from world into my head every morning from television and newspapers. So it's sometimes in our information society, it's hard to find positive messages, hope and joy. And at this point, I'd like to thank our brilliant cartoonists here, even there's always a danger of misunderstanding those creations and their meanings. Because I still think that a good laugh heals a lot of hurts and energizes us. And laughing and smiling makes us understand that we all have energy and we are connected to each other in this physical world. And about online digital world, soon everyone has an access to online world. Anyone can search information, produce information, and get followers. But the danger of internet is that there is no God, there is no rules. And so unfortunately, the radical extreme websites and hate speech are mushrooming. So I have one question. How can we tackle hate speech and promote nonviolent communication so that everyone would feel interconnected? Thank you. Bonjour et merci pour votre intervention qui m'a tant inspirée. Mais tout à l'heure, vous avez parlé de la pauvreté, qu'elle ne peut pas être à l'origine de cette fureur des jeunes. Et moi, ici, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que je pense qu'un des majeurs problèmes de l'injustice sociale, c'est la pauvreté. Et lorsqu'on trouve des deux bords de la Méditerranée des jeunes qui souffrent de la pauvreté et du chômage, alors ils ont quelque chose qui est partagé, une souffrance partagée. Donc je peux dire que s'il n'y a pas des valeurs qui unissent ces jeunes, il y a des souffrances qui les unissent. Ils peuvent se trouver et se retrouver dans leurs souffrances communes et peut-être interagir à travers les réseaux sociaux dans une plateforme qui peut les unir. Et comme ça, ils peuvent plaidoyer pour leurs droits, pour une cause qui est la pauvreté. Je peux commencer à répondre, peut-être Okay, let me give the hair to answer first. Okay. La Finlande. Quand on cherche un exemple de bonne pratique, c'est la Finlande. C'est le pays qui vient de mettre en place depuis 2 ans une très très grande réforme de l'école dans laquelle ils ont remplacé les formes classiques d'alphabétisation par ce qu'ils appellent les multilittératies. C'est-à-dire ne pas simplement savoir lire et écrire, mais aussi utiliser les médias et le code. Donc ils ont réinventé, si vous voulez, le curriculum, les programmes, pour avoir justement, ce dont on parlait tout à l'heure, à la fois la maîtrise de la programmation et la maîtrise des différentes écritures, des nouvelles écritures. J'ai fait un très beau colloque récemment sur ce sujet des nouvelles écritures soutenu par Vivendi, la RSE de Vivendi que je salue ici, où nous sommes posé la question pour tous les Européens de ces nouvelles écritures et de ces nouvelles formes de lecture qui sont créatives et qui vont vers les industries créatives, c'est-à-dire vers les emplois de demain, donc la lutte contre la pauvreté qui passe par des emplois, parce que tout le problème qui nous arrive, c'est que si l'éducation n'est pas attachée à des emplois, et je suis très sensible à des tas de situations de femmes au Maghreb notamment, où elles peuvent avoir des diplômes et elles n'exercent jamais l'emploi pour lequel elles ont le diplôme, parce qu'il n'existe pas dans leur pays, mais ça devient de plus en plus le cas dans beaucoup de pays.
Il faut absolument que l'école ne soit pas qu'un lieu de citoyenneté, mais un lieu d'employabilité, parce que l'emploi donne l'autonomie, donne l'indépendance, donne la façon de résister en tant qu'individu à des oppressions structurelles qui nous viennent d'ailleurs. Donc il faut qu'on réfléchisse ensemble quelles vont être les nouvelles industries culturelles et créatives de l'avenir, par lequel passe peut-être la discussion sur la propriété intellectuelle, mais en tout cas, la force de travail de l'avenir doit être préparée maintenant. Et pour moi, une formation à l'éducation aux médias, c'est ça que ça donne. Ça prépare à des emplois qui n'existent pas encore, mais pour lesquels on est capable d'avoir une présence, pour lesquels on est capable de postuler, sans être tout à fait en retrait. Donc la pauvreté, on va la combattre avec une école qui fournisse au bout des possibilités d'être employé. Pas l'emploi, mais la possibilité d'être employé, et donc un dialogue qui doit être beaucoup plus partagé entre les industriels, etc. En ce moment, les industriels qui font l'économie de demain, ils sont dans un seul État, la Californie. Allons parler avec eux, faisons-les venir vers nous pour parler, parce que c'est absolument essentiel, surtout pour notre région. Donc moi, je suis très optimiste sur les emplois d'avenir, c'est des emplois créatifs, mais il faut les créer, il y a très peu de diplômes qui existent, on est encore au b.a.-ba de cela. Notre rôle actuel, en passant par des jeunes leaders, des jeunes ambassadeurs, c'est de créer ces ponts, de créer ces passerelles. C'est absolument essentiel. Je répète simplement, nous qui avons essayé de profiler les jeunes qui se radicalisaient, ce qui nous a frappé dans les profils, c'est qu'ils ne sont pas en majorité pauvres. Ça vient vraiment de quelque chose qui tient à la jeunesse, en partie, c'est-à-dire un besoin de s'impliquer, de croire en son utilité sociale. Ce qui se passe avec nos jeunes quand on les met dans des filières dont ils savent qu'ils ne vont pas en retirer un emploi, un salaire, une participation dans la cité, ils se sentent inutiles, mais dans tous les sens du terme. C'est ça qui fait craquer. Et c'est pour ça que plus de la moitié viennent de classes moyennes, les jeunes radicalisés en France, par exemple. Ils ne viennent pas des classes pauvres. Et ça nous a interpellés. On s'est dit, là, il y a quelque chose. Même dans les classes moyennes, ils se sentent inutiles. Donc là, il y a une vraie alerte à donner auprès de nos hommes et femmes politiques en disant, vous êtes absolument à côté de la plaque. Et les élections récentes, que ce soit le Brexit, Trump, etc., nous prouvent bien qu'il y a un vrai problème au niveau des classes dirigeantes. Donc, appliquons jusqu'au bout. Il faut rééduquer les classes dirigeantes ou les virer. Thank you. Thank you very much. We need to be brief in questions and also in answers because, we are short of time. Please. شكرا جزيلا على العرض الشيق والتشخيص الرائع لأهمية الإعلام في محاربة التطرف والقضاء عليه. ولكن هو الحقيقة التطرف مو فقط في الإنترنت بالإعلام. من المؤسف إلى أن هناك فضائيات وقنوات إعلامية تبث سموم الكراهية والعنف والتطرف وموجودة في دول ترعى أو تعلم ذلك. أنا أعتقد أنه يجب أن يصار إلى ميثاق شرف إعلامي لغرض وضع الحد الأدنى. هذا لا يتعارض، يعني موضوع الإرهاب لا يتعارض مع حرية الصحافة. يجب أن نضع خطوط حمراء تفصل ما بين الإرهاب والكراهية والعنف وما بين التسامح والحوار والتصالح. هناك بعض القنوات التي يعتقد بأنها محترمة تكرر ما تقوله قنوات داعش وقنوات ما يسمى بالدولة الإسلامية وتعيد ما تعطي من أخبار. هذا الحقيقة أشياء خطيرة هي تساهم في روح العنف والكراهية. فيجب أن نوقف هذه القنوات بطريقة نعريها، نفضح الأكاذيب. يجب أن يكون هناك تكتل إعلامي لغرض فضح هذه الافتراءات والأكاذيب التي تعرض في هذه القنوات. شكرا جزيلا. طبعا يعني جميعنا سواء المتحدثين أو الحضور يعني نؤيد أن يكون دور الإعلام دور إيجابي وليس دور سلبي.
you have any? Oui, je crois que les médias ont une part de mea culpa. Il y a des médias qui ont très bien réagi. Je pense à des initiatives comme Cartooning for Peace, qui ont vraiment été s'adresser à des jeunes. Moi, je crois de plus en plus qu'il faut que les jeunes prennent beaucoup de choses en main eux-mêmes, parce que les personnes âgées ont du mal à faire le passage et à traduire et à créer la confiance par rapport à cela. Par exemple, je suis en train de monter avec l'Alliance des civilisations une initiative qui s'appelle Apps for Peace, des applis pour la paix, de manière à ce que des jeunes écrivent les discours, écrivent des images, écrivent des jeux, fassent des jeux pour des jeunes et essayent de cette manière de proposer une autre vision du monde, une vision du monde qui soit pas rose. La question n'est pas d'être dans l'extrémisme de l'autre côté et tout va bien dans le meilleur des mondes possible, mais qui prennent en compte des problèmes des jeunes. Je suis particulièrement frappée, même aujourd'hui en pleine campagne électorale française, par exemple que pratiquement aucun des différents candidats n'ait pris la mesure de la jeunesse, n'ait pris la mesure de leurs préoccupations réelles. Leurs préoccupations réelles, elles sont de type écologique et elles sont de type numérique. On n'a aucun candidat qui ne base sa plateforme sur les enjeux du numérique, aucun candidat qui ne base sa plateforme sur les deux enjeux et les deux urgences du XXIe siècle, qui sont le numérique et l'écologique. Qu'est-ce que c'est que ce décrochage par rapport aux besoins réels et à l'utilité sociale réelle que peuvent avoir les médias, que peuvent avoir le numérique? Donc il y a vraiment un besoin d'interpellation. Et de ce point de vue-là, à chaque fois qu'on donne la parole aux jeunes, moi ce qui me frappe, c'est à quel point ces deux problématiques, du numérique et de l'écologique, les hantent. Et sont pour eux vraiment des questions pour lesquelles ils veulent avoir des réponses. Les pages les plus controversées, les plus consultées de la Wikipédia sont celles sur le climat. Et donc ça veut bien montrer qu'il y a des tendances très fortes là. Et malheureusement, nos hommes et nos femmes politiques, ils ne se servent pas de ce qu'on peut apprendre sur les réseaux sociaux. Ou alors ils s'en servent, mais bon, bref. Mais il faut vraiment voir les tendances fortes qui s'expriment là, du côté notamment des jeunes, et aller soutenir ces préoccupations, les aider à construire des solutions, parce que c'est notre avenir à tous, mais c'est surtout le leur. That shows that maybe we are underestimating the radical messages. Because, for example, if you analyze like all the propaganda of Daesh, I mean, around 50% of those messages are positive messages. Some of them even including like racial integration, taking care of the environment, social inclusion, good governance, fighting against corruption. I mean, those issues that young people are really aware of. So what happened when a terrorist group, I think is the first time that we can prove this, when a terrorist group is doing positive messages? What happened when a terrorist group or a radical organization is engaging young generations in those issues that they are concerned? And I think this is the big challenge, that for the first time, a radical organization has managed to create like a brand that is associated with positive, modern, and even cool values. And for the first time, terrorism for the target audiences is perceived like something nice, cool, and modern, and imitable. So what can we do when these groups like take us the advantage in this field? I think it's the best. It's one of the biggest challenges that the case of ISIS has put in the table. Well, critical education is key again, and the tools that the radicalized ISIS media use are the tools of Hollywood. So once you start understanding the tools of Hollywood, or I should say Hollyweb, you're able to start deconstructing their messages. On the other hand, we know, in terms of research, that this is not going to de-radicalize young people. Those who are radicalized already are not going to be de-radicalized by showing them that a lot of information are hoax.
they can only be de-radicalized, in our experience, at least in France, by the testimonies and the experiences of young radicalized people who came back and who saw the reality of ISIS there and what is being hidden from and off the camera. So I think this is what we have to try to find more and more, is try to bring back, try to remove the young people, bring out the young people again who is expecting answers, who's been radicalized but in fact remains a young person who wants to believe in life. And we have to reach down to that person and have that person come out and reach out to the others. It's possible. It takes a lot of patience. It takes care. But this is the most successful experiences we have. So having it known also what is being hidden and what is being manipulated by these Hollywood-like images. So a lot of responsibilities, but knowing where it comes from, how it works, helps all of us prepare different kinds of messages. And so I'm promoting also the idea of MOOCs against radicalization, MOOCs to find out about hoaxes and fake news, etc., etc. And this is possible. We have the knowledge, we have the people, but it can't be done without the young people. And we always have to remember that these young people, radicalized or not, are young. There's something precious there. Thank you, Madam.